BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel. Allez, deuxième partie de notre émission. Si vous avez manqué la première partie, c'est en replay, c'est en podcast, comme tout le reste de l'émission ensuite. Faut s'y habituer. On va parler, vous savez, c'est un peu la nouvelle formule de Tech Co Business. On aura une demi-heure maintenant consacrée à une thématique et faire un débrief. Et là, on va débriefer l'été cyber et puis déjà anticiper un peu ce qui risque de passer. On va en parler avec nos experts. Je vous les présente tout de suite. Charlotte Couallier, bonjour. Bonjour Charlotte, Frédéric. merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de Datac, spécialisée dans l'assurance cyber. Vous venez de lever 11 millions d'euros. On va en reparler dans un instant avec vous. Benoît Grunemwald, bonjour. Benoît. Bonjour Frédéric. Expert cyber chez IZ France. On voit régulièrement sur nos antennes chez Tech Co avec François Sorel. Et puis Emmanuel Pugliese, bonjour Emmanuel. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, le régional de l'étape, puisque voilà, directeur général de SFR Business. Voilà, on a le même actionnaire, Altis, voilà, pour être très clair dans ce domaine. Et SFR Business, c'est déjà, c'est plus de 600 personnes en cybersécurité. On est plus de 2000 salariés. C'est pas que des télécoms, il y a vraiment toute cette partie cyber qui prend beaucoup d'importance. Et c'est une croissance à 2 chiffres au sein de nos activités. Avec une grande activité ces temps-ci sur l'acteur public, oui. Depuis quelques mois. Oui, avec l'UGAP, oui, on était venu en parler ici. Un mot sur l'été cyber, ça a été l'alerte rouge permanente cet été Je pense qu'on est en alerte rouge tout le temps. Ouais. C'est pas que l'été. Donc cet été, on a vu encore des hôpitaux attaqués, encore des collectivités attaquées. Donc, oui, on a même vu Pôle emploi qui a laissé exactement. Des activités bloquées, des données qui sortent, donc ça n'arrête pas. Et malgré tout, les acteurs s'équipent, se protègent, mais en face, les attaquants développent encore. Et même si on arrive, on l'a vu, c'est le FBI qui a réussi à couper le Quackbot. Donc il y a un côté un peu positif, Benoît. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut, on n'arrête pas de le dire ici, il faut toujours rester vigilant parce que ça continue, c'est toujours aussi virulent. C'est ce que vous voyez sur le marché. Oui, complètement. D'ailleurs, il y a quand même 2 bonnes nouvelles. La première, c'est Quackbot. Oui. Ça représentait à peu près 700 000 infectés dans le monde, 26 000 en France. Et la deuxième, c'est... Avec des serveurs, ils ont récupéré des serveurs. Alors, je ne sais pas s'ils ont mis la main sur des personnes physiques, mais en tout cas, il y a des serveurs, des crypto-monnaies. Le FBI a pris le contrôle des serveurs, ils ont redirigé le trafic chez eux, et grâce à cela, ils ont diffusé une nouvelle version qui désinstallait en fait le logiciel malveillant et donc nettoyait les machines. On va dire que ça, c'est la première bonne nouvelle de cet été. La deuxième, c'est l'arrestation d'un des auteurs de Lapsus, qui est un groupe de rançongiciel. Donc ça s'est passé à Londres. Et voilà, ça c'est une bonne nouvelle aussi, parce que c'est un groupe qui a fait quand même pas mal de dégâts. Donc pouvoir faire une arrestation, c'est une bonne nouvelle. Et alors la bonne nouvelle aussi, donc c'est cette levée de fonds 11 millions d'euros pour Datac. Et la bonne nouvelle, c'est que vous travaillez dans l'assurance cyber. Alors même si je regardais les chiffres, c'est seulement... alors je crois que c'est 3% des PME qui sont assurées sur 2022. Il y a peut-être un tout petit peu plus, mais enfin ça n'a pas grimpé, même si c'est en croissance, ça n'a pas grimpé considérablement. 12% des ETI. Mais enfin, le fait que des investisseurs vous fassent confiance, alors il y a Xange, il y a Brega, BPI France qui sont autour de vous, ça veut dire que ça commence à mordre un peu, là, cette assurance cyber, notamment via Datac? Exactement. Alors en fait, on a doublé quasiment le taux de pénétration l'année dernière et on s'attend encore à une croissance cette année importante parce que les entreprises prennent la mesure du risque. Évidemment, comme il y a beaucoup plus d'attaques, elles sont sensibilisées. Aujourd'hui, une entreprise a quand même un risque sur 2 d'être attaquée. C'est beaucoup plus important qu'un risque incendie. Malheureusement, elles ne sont pas autant rassurées. Mais on voit cette croissance et Datac apporte une solution simple, facile d'accès. On assure évidemment les PME, les collectivités locales. Parce qu'il y a à la fois de la couverture assurantielle, puis il y a à la fois un logiciel d'analyse, c'est ça? Exactement. C'est cette combinaison qui est un peu, qui est la recette pour Datac, c'est ça? La solution de Datac, c'est une solution complète d'assurance et de cybersécurité. On va offrir les garanties d'assurance pour couvrir les frais, mais aussi un accompagnement en cybersécurité. Ce qu'on veut, c'est que les entreprises ne soient plus victimes des attaques cyber. On les accompagne en amont. On va détecter les failles tout au long de la vie du contrat. On n'intervient pas juste au moment de l'attaque, nous d'attaque. On suit l'entreprise et on augmente son niveau de cybersécurité en l'alertant en cas de nouvelles failles techniques. On forme aussi leurs salariés à détecter, par exemple, les mails de phishing. Et alors, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est ce que l'on voit, Emmanuel, Benoît, c'est souvent ce que je dis, la faiblesse d'un seul impacte la résilience de tous. Et on le voit dans toutes ces attaques qui ont attaqué
attaquer, c'est un prestataire. Alors ça peut être un salarié qui est piégé par un phishing, ça continue, ils sont très bien faits, et même des gens avertis, on en a eu chez nous, se sont laissés avoir, mais on voit aussi souvent, on a mal géré un prestataire, on a mal géré un sous-traitant, on l'a vu dans les hôpitaux, c'est souvent rentré par des prestataires, Emmanuel. Dans l'entreprise privée, grande entreprise comme les nôtres, souvent c'est un collaborateur qui va utiliser son téléphone personnel ou qui va effectivement cliquer sur le mail et qui va générer l'installation d'un mauvais logiciel. Alors si la boîte est bien protégée, les barrières se mettent en place. Par contre, quand on prend l'exemple de l'hôpital c'est une ville en fait, avec plein d'acteurs qui interviennent. Le DSI de l'hôpital, il a peut-être pas les mêmes moyens que le DSI d'une grande entreprise, et donc il doit jongler avec la protection de ses propres services et l'intégration de tiers qui vont venir se connecter. Et souvent, effectivement, c'est un prestataire qui, lui, ne sait pas, qui vient, qui se connecte sur le système d'information, et tout va être bloqué. Donc, les hôpitaux ont beaucoup de moyens, de plus en plus de moyens pour se protéger, pour avoir des solutions de cybersécurité. Je pense que le problème, c'est un problème de fond, c'est-à-dire qu'ils doivent se réorganiser aussi dans leur système d'information, dans leur informatique, qui souvent est un petit peu vieillissante. Et l'hôpital français, il a aussi cette particularité de détenir des données qui sont extrêmement anciennes et qui ont une valeur incroyable sur le marché. Donc on veut bloquer l'hôpital, mais on veut aussi capter de la donnée qui a la valeur sur les marchés noirs de données. C'est pas forcément de l'hôpital qu'on récupère une rançon, parce que c'est surtout les hôpitaux publics, ils payent pas, et puis c'est très compliqué. Enfin voilà, c'est impossible de récupérer l'argent. Par contre, oui, cette data, elle a beaucoup de valeur. Benoît, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, complètement. Et vous évoquiez Pôle Emploi. Pôle Emploi, il faut savoir que c'est 10 millions. C'est 10 millions de fuites de données, mais c'est surtout un prestataire en fait. C'est le prestataire qui était chargé de numériser les différents documents de Pôle Emploi qui s'est fait attaquer. Donc là, on est vraiment dans ce qui va être nécessaire, alors je dirais à objectif 2024, mais pendant 2023, c'est la montée en maturité cyber de l'intégralité des organisations au sens large, les petites et moyennes entreprises, les ETI, les grands comptes, les administrations, les collectivités, notamment avec pour objectif NIS 2. Ouais. C'est-à-dire, on n'est pas assez dans l'entreprise étendue, on reste un peu. Et NIS 2, c'est peut-être ça que ça va nous. Alors, NIS 2, ça a clairement pour objectif d'amener de la maturité à un ensemble beaucoup plus grand d'organisations. Au début, on avait NIS 1, les OIV, 250 OIV, et là, avec NIS 2. Les opérateurs d'importance vitale. Voilà, d'importance vitale, donc chapeautés par l'ANSSI. Ça sera la même chose avec NIS 2, sauf que l'ANSSI estime qu'il y aura à peu près 10 000 organisations concernées. Donc on va d'une manière générale descendre la maturité cyber sur un maximum d'entreprises, et à la fois les cyberattaques font que les entreprises sont de plus en plus conscientes, mais la réglementation va venir appuyer cela et forcer ces entreprises à mettre les moyens, à mettre du budget, à trouver des hommes, à acheter des solutions, à s'assurer, enfin à avoir de quoi faire face finalement à ce qui est le pire, c'est l'arrêt des services. Pour un hôpital, c'est aussi ça. Charlotte, on arrive justement à être dans cet esprit, parce que justement, autant dans d'autres domaines, l'incendie, l'inondation, on essaie de se parer contre le sinistre, et puis on a la partie assurance. Est-ce que dans la cyber, quand on se tourne vers un assureur, on mélange pas un peu tout? On se dit, bon, je suis assuré quelque part, voilà, mes solutions de sécurité sont déployées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que voilà, on n'associe pas, parce qu'on a un peu plus de mal à maîtriser un peu ce que peut être un risque cyber? Alors c'est pour ça que les assureurs, ils ont durci l'accès à l'assurance, c'est parce qu'en fait ils veulent pas être le seul rempart et se dire c'est bon, le risque est porté par mon assureur. On voyait notamment sur les rançons, parce que certains se disaient tiens, la rançon est remboursée. Bon, après tout. Exactement. Donc c'est pour ça que les assureurs, ils ont durci l'accès, complexifier les prérequis, et nous ce qu'on fait, c'est qu'en fait on apporte les prérequis. Donc en fait, comme ça, d'Attaque, on leur dit bah voilà, avec d'Attaque, vous avez déjà les prérequis qui vous permettent d'être assuré, et c'est pour ça qu'on accompagne en amont et qu'on n'est pas juste une assurance. Oui, et d'où l'importance aussi de cette partie logicielle. Ce que l'on voit aussi de plus en plus, c'est qu'on a quand même un marché de la cyber qui est assez éclaté aujourd'hui. J'en parlais là dans Tech & Co il y a quelques jours avec le Philippe Vallée, là, qui est le patron de la partie cyber de Thales. Et c'est vrai que les entreprises qui viennent faire des gros rachats, voilà, et les entreprises cherchent un peu ce guichet unique aujourd'hui, de plus en plus, non, Emmanuel? Le marché, il est complexe parce qu'on va à la fois faire de l'audit, faire de la sécurité, et puis faire de la gouvernance. Donc il y a beaucoup de
mettre en place des solutions, mettre à jour des logiciels, on va déployer des solutions pour bloquer, on va traiter différemment la donnée et puis on va l'exploiter. Donc c'est une chaîne très complexe. Avec différents outils, avec différents outils concurrents entre eux, concurrents et puis des nouveaux outils. Oui. Je vais peut-être en revenir un petit peu plus tard, mais donc il faut réussir à jouer là-dessus. Donc il y a des pure players qui sont sur des domaines très précis, qui sont excellents dans ces domaines-là, mais qui vont parfois être limités à ce domaine-là. Il y a des acteurs qui vendent des solutions en direct, donc qui vont passer par des intermédiaires. Un acteur comme SFR Business va avoir plutôt un panel large avec des compétences pour construire les bonnes solutions et accompagner sur l'ensemble. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. On va aller chercher un spécialiste pour accompagner. Et c'est vrai, quand on est DSI, alors DSI d'une grande société, RSSI, on sait où aller chercher, mais quand on est sur une structure beaucoup plus petite, on doit gérer la bureautique, les microphones, la télévision, etc. Donc on va aller au plus pressé, et il nous faut des guichets uniques. L'ANSSI joue un peu ce rôle-là, c'est accompagner aussi les utilisateurs pour aller chercher quelques acteurs et trouver la bonne solution. Mais globalement, je trouve que le marché français et européen en général est bien fourni en termes de solutions. Le seul truc, c'est que ça bouge vite, tout bouge vite. Il faut sortir. Benoît, c'est ça, je parlais de ce marché éclaté, c'est ce qui peut être compliqué parfois, effectivement, pour les plus petites entreprises. Complètement. Alors moi, j'ajouterais aussi que dans la problématique, il y a l'organisation. Parce que si auparavant, l'IT s'était dédié au DSI, aujourd'hui, on a le marketing qui va dire, tiens, moi, je vais prendre une solution de CRM, une solution d'engagement client, et il part dans le cloud. Avec plus ou moins de bonheur. Alors certainement au niveau métier, mais au niveau IT, on va avoir à la fois la partie faille et puis la partie conformité avec le RGPD et puis les différentes réglementations. Et effectivement, pour la partie technique, beaucoup d'acteurs cherchent à se regrouper, notamment vers... Alors aujourd'hui, c'est l'XDR qui essaye de combler, de fédérer. Voilà, donc le X avec Extended et DR pour Detection and Response. Et donc, il y a différents acteurs qui viennent s'agréger pour communiquer entre eux et permettre que cette XDR puisse avoir une vue assez large, quels que soient les éléments, le réseau, les postes de travail, les terminaux mobiles, on parlait du télétravail aussi, et pouvoir remonter toutes ces informations et finalement avoir une masse d'informations qui va être pilotée soit par des techniciens, plutôt ce qu'on appelait avant le SOC, le Security Operations Center, et puis aussi l'IA, qui va aller détecter soit ce qui est très gros, soit les signaux faibles que justement les opérateurs vont avoir du mal à repérer eux-mêmes. Donc nous, en tant qu'éditeurs, par exemple, on a des API énormes qui permettent soit de venir s'intégrer avec nous, soit que nos informations aillent s'intégrer dans des XDR ou des SOC qui soient plus larges. Tout le monde puisse communiquer. Charlotte Coellier, comment on réussit justement quand vous intervenez? Alors certes, il y a cette partie logicielle d'analyse de données, mais ensuite pour définir un peu la couverture, ce que va couvrir l'assurance, parce que comme le dit Benoît, on a des gens en télétravail, on a des gens au-delà de l'expertise technique que chacun peut avoir. On a des gens en télétravail, on a des prestataires qui viennent se mêler en tout ça. On a des marketing, des commerciaux qui veulent aller vite, donc ils vont aller se fournir une solution à l'extérieur. On a des gens dans la data qui aussi sont en train d'avoir leur propre équipe de développement. Ça commence à faire beaucoup d'acteurs. Et donc pour un assureur qui doit un peu trouver le risque dans tout ça. Alors nous, selon la taille d'entreprise, on a une approche différente et évidemment, on va accompagner l'entreprise à comprendre en fait ses failles, ses sous-traitants. La supply chain, c'est vraiment un risque énorme dont on a parlé tout à l'heure. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un audit interne. Quand on voit que l'entreprise a beaucoup d'équipes, on va auditer et ce qu'on va proposer comme garantie, ça va être évidemment l'assistance. Ça veut dire qu'on intervient 7 jours sur 7, évidemment, en cas d'attaque et on va intervenir pour contenir l'attaque. Et ensuite, les garanties qu'on propose, ça va être réparation, frais de restauration, déclaration à la CNIL, évidemment. Ensuite, les pertes d'exploitation, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est l'arrêt. Évidemment, une entreprise qui est à l'arrêt, par exemple, on a parlé de Toyota. Toyota, 14 usines à l'arrêt en ce moment. C'est des pertes énormes tous les jours. Et ça, donc, on le chiffre aussi en amont pour estimer
le plafond de garantie, ça se compte en millions, ce qu'on propose aux entreprises. Autre chose qui vient aussi, Benoît, vous l'avez rapidement dit, c'est tout ce qui est cette réglementation, parce qu'il y a à la fois une entreprise doit gérer à la fois les attaques, pareil à ces attaques, mais aussi toute la réglementation qui, alors la plus connue, c'est RGPD évidemment, mais voilà, on voit tout un tas de réglementations dans tous les sens. Et alors quand on est dans des domaines bancaires, c'est encore plus important. Et là aussi, voilà, ça accentue les risques. Alors, je dirais que la réglementation va amener une certaine maturité auprès des entreprises. On l'a vu avec le RGPD, il y a eu une sorte de double effet. À la fois, chaque entreprise, à partir d'un poste, doit se conformer au RGPD. Donc, ça permet une acculturation assez forte des entreprises. Et puis, le battage qui a été fait autour du RGPD a permis, au niveau particulier, au niveau B2C, de prendre conscience de l'importance de ces données. Et ça, c'est vraiment un très bon signe pour notre maturité cyber en tant que pays. Parce que on a aussi repéré, notamment cet été, moi il y a 2 campagnes qui m'ont particulièrement marqué. C'est très récemment celle qui a été mise à jour par Meta et qui a permis de réduire à néant un très grand nombre de comptes pour faire de la désinformation. Notamment en Chine. Oui. Voilà, donc avec des intérêts alignés sur les groupes étatiques chinois. Et puis une autre opération que l'on a repérée où des cybercriminels mettaient à disposition des versions de Signal et ou de Telegram troyanisées qui leur permettait ensuite d'écouter. Il y avait déjà un espion à l'intérieur. Et donc, ils arrivaient à écouter et à prendre la main sur les smartphones. Et pour moi, c'est vraiment aussi 2 enjeux pour 2023. Ça va être la désinformation et l'espionnage, à la fois des minorités, mais également des masses. Parce que quand on voit Quackbot, Quackbot, il est là, il est sur votre ordinateur, il va récupérer des informations. Et c'est pour nous, en tant que particulier et ensuite entreprise, on l'a vu par exemple avec 3CX. L'attaque 3CX est une attaque qui est assez intéressante parce que c'est une attaque de supply chain en cascade, une double attaque de supply chain. Et donc là, on se retrouve face à un employé qui avait installé un logiciel troyanisé, qui lui a volé sur son ordinateur perso, quand il se connectait en télétravail, des accès pour se connecter à l'entreprise. Grâce à ça, il y a eu une autre attaque donc dans son entreprise, 3CX, qui elle-même ensuite a permis le déploiement d'un logiciel malveillant chez les clients de 3CX. Oui. Donc là, on est vraiment sur du supply chain poussé à l'extrême, mais... c'est arrivé une fois. Les éléments qui ont permis cette attaque en multiples cascades supply chain sont des éléments tout à fait classiques. Vol de login de mot de passe, utilisation de failles, donc ça veut dire des barrières technologiques qui n'étaient pas forcément suffisantes, mais surtout des normes, enfin des régulations qui n'étaient pas forcément suivies à la lettre. Déjà, est-ce qu'elles étaient appliquées, est-ce qu'elles étaient comprises? Et puis on a aussi, notamment dans ISO, là, un des éléments qui est vraiment fédérateur, c'est le do check. En fait, donc vous faites, vous checkez, vous refaites, vous checkez, et en fait, vous êtes dans l'amélioration continue et on n'atteint jamais l'objectif finalement en cybersécurité. C'est ça qui est difficile. C'est ça, Emmanuel. L'intervention aujourd'hui, au-delà de l'installation de solutions techniques et tout ça, c'est quand on dit la formation, la sensibilisation, alors des utilisateurs, mais aussi on le voit à un niveau un peu plus haut, au niveau technique. Il y a plusieurs choses en fait qui peuvent intervenir. On commence à avoir beaucoup de solutions qui existent sur le marché pour accompagner les entreprises dans le DevOps. C'est-à-dire qu'on intègre maintenant de la cybersécurité quand on fait du développement. Ça, c'est des nouveautés qui sont en train d'émerger. Donc, by design, je vais commencer à mettre de la sécurité quand je développe mes solutions. Deuxième élément qu'on voit aussi se développer, c'est tout ce qui est LDP, donc la protection des données. Avant, on disait Frédéric Simotel peut accéder à cette donnée. Maintenant, la différence, c'est qu'on est en train de dire cette donnée, elle ne peut être visualisée que par Frédéric Simotel. Et si quelqu'un d'autre la regarde, j'ai des alarmes qui vont s'allumer. Ça, c'est aussi une nouvelle façon de travailler avec le développement du cloud, les vols de données personnelles. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire aussi cette transformation-là. Quand on l'aura terminé, quelque part, on sera un peu mieux protégé. Parce que les gens pourront rentrer, mais ils ne pourront pas prendre la donnée. Là, les gens, dès qu'ils sont rentrés, ils peuvent prendre la donnée. Donc ça, c'est un grand chamboulement aussi qu'on voit arriver dans les solutions. Et puis, malgré tout ce qu'on est en train de faire, il y a 2 choses qui arrivent. L'intelligence artificielle qui va venir aider les attaquants, aider les protecteurs. C'est IA for Cyber et Cyber for IA. Et puis, le temps d'après, c'est le quantique. Puisque finalement, avec un ordinateur quantique, je peux commencer à casser les clés RSA.
Et donc maintenant, il va falloir construire des clés avec du quantique. Et surtout revenir très en arrière, c'est-à-dire casser des clés RSA d'il y a... Des données que j'ai piquées il y a quelques années, que j'ai stockées au cas où, et puis je vais pouvoir les casser. Donc tout ça, c'est le jeu du gendarme et du voleur. Hein. Il y a des nouveautés qui arrivent, donc on se protège, on essaie de se protéger avant les voleurs. Et donc ce marché, ce développement est perpétuel. Charlotte, justement, votre regard sur cette arrivée de l'intelligence artificielle, alors à la fois pour les hackers, mais aussi il faut sécuriser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va servir pour la cybersécurité et l'intelligence artificielle va aussi servir pour les hackers. Exactement. Alors nous, ça va nous permettre d'apprendre aussi, de faire évoluer nos modèles. En fait, des attaques, c'est ce qu'on suit. En fait, on a des gros volumes de données. On suit évidemment les sinistres que nous-mêmes on a subis, donc chez nos assurés. Mais évidemment, on suit toute l'actualité pour améliorer nos modèles. Donc l'IA, ça nous permet ça. Ça permet aussi, par rapport à un humain, c'est quand même beaucoup plus simple à une IA de détecter en fait des comportements anormaux. Par contre, le pendant, comme vous l'avez exprimé, c'est que aussi ça va sophistiquer les attaques. On voit que les mails de phishing, ils sont de plus en plus simples. Ils sont de plus en plus, justement, moins simples à détecter. Avant, on voyait des erreurs d'orthographe. Là, maintenant, rien qu'avec ChatGPT, on arrive à se faire passer pour quelqu'un. Ils peuvent être beaucoup mieux contextualisés. Exactement. Et donc, beaucoup plus difficile à détecter pour nous. Et je voulais revenir un petit peu sur la réglementation. Oui. On a eu quelque chose d'important aussi qui impacte énormément sur l'assurance. C'est la loi LOPMI. Oui, c'est vrai. Entrée en vigueur fin avril. Nous, ce que ça a changé, c'est que le risque cyber est rentré dans le code des assurances. Donc, il n'y a plus ces questions de est-ce que c'est un risque assurable ou non, est-ce que les assureurs on doit rembourser les rançons. Ça, c'est maintenant clair que c'est assurable et que les assureurs doivent porter le risque. La contrepartie, mais ce qui va aider aussi à améliorer pour les forces de l'ordre, c'est qu'on impose maintenant aux entreprises de déclarer l'attaque dans les 72 heures suivant l'attaque pour être indemnisées. Ça va permettre pour les forces de l'ordre de mieux suivre les hackers et essayer de contrecarrer. Oui, puis derrière aussi, il faut que la chaîne se mette en place, parce que souvent, ce que l'on regrettait, je me souviens avoir reçu des DSI ici qui me disaient mais derrière, est-ce que soit gendarmes, soit police numérique, on s'adressait à l'ANSSI, mais l'ANSSI n'a pas ce rôle d'enquêter derrière, et puis ensuite de prendre des sanctions, alors quand on réussit à retrouver tout ça, ça aussi, ça doit changer. Ça évolue évidemment, mais ça doit avancer un peu plus vite. C'est ce côté... ça évolue vraiment dans le bon sens. Notamment, on a vu la création de ces CSIRT en région. Il y a la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Donc, on a effectivement un écosystème qui se met au service de ceux qui se font attaquer. Et on avait aussi des comportements qui étaient différents auparavant, parce que quand on se faisait attaquer, on essayait parfois de cacher son attaque. Aujourd'hui, les groupes de rançongiciels ont des blogs, communiquent avec la presse, négocient. Donc, si vous pensez que vous allez pouvoir passer sous silence le fait que vous êtes fait attaquer, c'est complètement faux, et c'est surtout aller à contresens. Et on voit bien que la communication de crise en particulier prend une part très importante, et c'est aussi à préparer. Ce qui veut dire que si on commence à préparer sa communication de crise, on va commencer à faire le tour du COMEX, on va commencer à faire le tour des parties prenantes dans l'entreprise, voire des prestataires, et on va commencer à pouvoir élever une maturité cyber et commencer à réfléchir à ce qui va se passer si jamais ça s'arrête. Oui, parce qu'on l'a déjà rappelé ici, Emmanuel, mais il y a une professionnalisation des pirates, oui, mais une professionnalisation aussi dans le SAV, même dans un rôle presque commercial. Moi, j'ai un témoignage, c'était assez édifiant. Il était presque la personne, le hacker, le rappelait même pour savoir s'il avait bien récupéré toutes ses datas, si tout se passait bien. À la limite, c'est mettez-moi 5 étoiles. Les enquêtes de satisfaction. Voilà, c'est presque ça. Mais ils reviennent quand même après. Et ça, il y a une professionnalisation de ce métier. Finalement, ça devient un métier, hacker. Même s'il n'est pas reconnu, ça devient un métier. Et après, ce qui est inquiétant quand même aujourd'hui, c'est que on a beaucoup parlé des grandes entreprises qui sont protégées et qui sont organisées, y compris dans le secteur public. Mais les PME se font attaquer, elles n'ont pas les moyens de se protéger, les TPE aussi. Avant, on braquait les grandes bijouteries, maintenant on braque les bureaux de tabac. Et c'est le même phénomène qui est en train de se passer sur le monde du hacking. Et je pense que notre point de préoccupation, c'est comment leur donner des solutions simples. C'est ce que vous faites avec votre société, pour que, clé en main, on puisse avoir une solution et se sentir protégé. Parce que de toute façon, un hacker ne mettra jamais
énormément de moyens pour attaquer une PME, il va chercher des failles simples. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Donc, Emmanuel Pugliesi, directeur général de SFR Business, Benoît Grunemwald, expert sécurité chez IZ, merci encore, et Charlotte Coallier, cofondatrice, directrice générale de Dattac, D-A-T-T-A-K, voilà, je le dis pour ceux qui nous écoutent en radio, levée de fonds de 11 millions d'euros, et vous faites à la fois de la couverture assurantielle et donc de logiciels analyse des failles de sécurité. Vous avez plus de 1000 clients déjà. Exactement. Et le but de la levée de fonds, c'est évidemment de étoffer encore et recruter, parce que ça, on n'a plus le temps d'en parler, mais il y a aussi une grosse pénurie de talent. Merci à tous les trois, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, les replays, les podcasts et bien entendu la chaîne Tech & Co TV. Et puis tous les soirs, Tech & Co, on parle régulièrement de cybersécurité. Excellente journée sur BFM Business. Tech & Co Business sur BFM Business.